Le millionnaire invite son ex à son mariage pour se moquer d'elle, mais elle le laisse complètement sous le choc lorsqu'elle arrive. Paris, au début du mois d'avril, respirait un air de renaissance. Les bourgeons éclataient sur les marronniers des boulevards, les terrasses se remplissaient de conversations, et la Seine scintillait sous un ciel d'un bleu hésitant. Dans ce décor presque cinématographique, Élise Dumas, une jeune entrepreneure en design durable, entrait dans une nouvelle saison de sa vie. Ses projets commençaient à attirer l'attention de la presse spécialisée, son studio de création écologique, installé à 2 pas du canal Saint-Martin, vibrait d'idées et de prototypes, et son cœur, jusque-là fermé à toute distraction romantique, avait fini par céder face à un homme qu'elle n'aurait jamais imaginé fréquenter, Antoine Morel. Antoine était tout ce que son monde n'était pas. Issu d'une famille de vignerons installés depuis des générations en Bourgogne, il n'avait jamais connu l'insécurité financière ni la pression de devoir se faire une place dans un univers concurrentiel. Il avait étudié à HEC, possédait plusieurs propriétés et apparaissait régulièrement dans les magazines économiques comme l'un des héritiers les plus prometteurs du secteur vinicole français. Pourtant, leur rencontre, au cours d'un événement sur l'innovation durable financé en partie par sa famille, avait bouleversé leurs 2 trajectoires. Dès les premières conversations, Élise avait ressenti cette étincelle rare, celle qui naît quand 2 personnes de mondes opposés se reconnaissent dans leurs aspirations profondes. Il admirait sa détermination, sa créativité, sa capacité à voir l'avenir à travers des matériaux recyclés et des lignes épurées. Elle, de son côté, découvrait chez lui une sensibilité inattendue, un goût pour la beauté sincère, loin du luxe ostentatoire auquel elle s'attendait. Ils commencèrent à se voir, d'abord en toute discrétion, puis avec une aisance croissante. Antoine l'invitait dans ses appartements avec vue sur la Tour Eiffel, l'écoutait parler pendant des heures de ses recherches sur les textiles biosourcés et l'accompagnait même à des salons professionnels dans d'autres villes, se fondant dans son monde avec une étonnante légèreté. Leur relation s'intensifia rapidement. En quelques semaines, Élise se retrouva à passer plusieurs nuits par semaine chez lui, entre leurs rires étouffés et leurs petits déjeuners improvisés. Ils faisaient des projets, parlèrent de voyages en Toscane, de collaboration entre leurs univers respectifs. Une complicité rare, presque irréelle, s'était installée, et Élise, malgré sa prudence naturelle, se laissait doucement convaincre que cette fois-ci, peut-être, l'amour ne lui échapperait pas. Mais derrière les regards tendres et les promesses murmurées, quelque chose résistait chez Antoine. Une tension souterraine, difficile à nommer, que même ses silences les plus doux ne parvenaient à dissiper. Parfois, lorsqu'ils parlèrent de futur, ils se taisaient trop longtemps. D'autres fois, ils changeaient de sujet, évoquant plutôt les vendanges à venir ou les pressions de son conseil familial. Élise, absorbée par ses propres rêves et par cette histoire qui la portait comme jamais, ne voulut pas y prêter attention, jusqu'au jour où tout bascula. Un matin de mai, alors qu'elle rentrait de chez lui avec un léger vertige au ventre, elle décida de faire un test. Ce n'était pas prévu, ni réfléchi, mais quelque chose en elle savait. Le résultat ne la surprit pas. 2 lignes nettes, une évidence. Elle était enceinte. Elle se souvint d'avoir ri nerveusement d'abord, puis plus sincèrement en posant sa main sur son ventre. Une vie commençait en elle. 2 vies, en vérité. Mais cela, elle ne le découvrirait que plus tard. Elle passa le reste de la journée à organiser ses pensées, à imaginer la manière la plus douce de l'annoncer à Antoine, certaine, malgré tout, qu'il accueillerait la nouvelle avec cette chaleur qu'elle croyait voir dans ses yeux. Le soir même, elle se rendit chez lui. Elle avait prévu chaque mot, chaque nuance, mais au moment de lui parler, il semblait ailleurs, préoccupé. Lorsqu'elle lui annonça sa grossesse, il resta immobile, comme figé. Le silence qui suivit fut glacial. Puis il se leva, sans colère, sans cri, et lui dit simplement « Je ne suis pas prêt pour ça. » Rien d'autre. Aucun geste, aucune explication. Il prit sa veste, sortit de l'appartement et laissa Élise seule, debout au milieu du salon, avec ses mots suspendus entre les murs. Les jours suivants furent un flou douloureux. Elle tenta de l'appeler, lui écrivit. Pas une réponse, aucun signe de vie. Il avait disparu. Elle comprit rapidement qu'il n'y aurait pas de retour, pas d'excuse, pas de seconde chance. Antoine Morel, l'homme avec qui elle avait partagé ses espoirs les plus intimes, avait choisi de fuir plutôt que de faire face à la réalité. L'abandon était total, brutal,
Paris devint étouffante. Les rues qu'ils avaient arpentées ensemble, les cafés où ils avaient ri, tout devenait insupportable. La ville entière lui rappelait ce qu'elle avait perdu, non seulement un amour, mais une illusion d'avenir partagée. Élise prit alors une décision radicale. Elle quitta son appartement, vendit ce qu'elle pouvait et contacta une ancienne professeure de design installée à Lyon. Celle-ci lui proposa de l'héberger temporairement et peut-être même de collaborer sur un projet local lié aux matériaux durables. Sans vraiment réfléchir, portée par un mélange de chagrin et de survie, Élise fit ses valises et tourna le dos à Paris. La gare de Lyon, un matin gris, fut le théâtre silencieux de son départ. Elle portait un manteau trop léger pour la saison, un sac rempli de carnets de croquis et une main posée sur son ventre qui commençait à s'arrondir. Les annonces résonnaient dans le hall. Des familles se retrouvaient. Des couples s'embrassaient. Mais elle, seule, avançait vers une destination inconnue avec une certitude. Elle ne reviendrait pas de sitôt. Ce jour-là, Élise Dumas n'était plus simplement une jeune femme amoureuse. Elle devenait mère, exilée volontaire et bientôt bien plus encore. Le printemps parisien qui avait semblé lui promettre tant de choses s'éteignait derrière elle, laissant place à une autre saison, une autre ville, un autre départ. Lyon ne l'avait jamais attirée. Élise se souvenait de ses visites fugaces à la Part-Dieu, des trajets pressés entre deux correspondances, de quelques soirées étudiantes où elle n'avait jamais pris le temps de regarder la ville autrement que comme un point de passage. Pourtant, en descendant du train ce matin-là avec ses affaires serrées contre elle et ce poids nouveau au creux du ventre, quelque chose dans l'air lui sembla moins hostile que prévu. Peut-être était-ce la lumière légèrement dorée sur les toits ocres, ou la silhouette rassurante de la colline de Fourvière visible au loin, ou peut-être était-ce simplement le besoin urgent de croire que tout allait s'arranger, d'une façon ou d'une autre. Son ancienne professeure, Marianne Roche, l'attendait sur le quai, emmitouflée dans une écharpe de laine malgré la douceur de la matinée. Marianne l'avait accueillie sans poser trop de questions, comme si elle comprenait que le silence d'Élise cachait des blessures profondes. Elle l'emmena jusqu'à son petit appartement près de la place Satonnet, un endroit rempli de livres, de plantes et d'objets chinés, où Élise put enfin, pour la première fois depuis des semaines, respirer sans sentir son cœur se briser. Les jours qui suivirent furent d'abord marqués par une routine fragile. Élise dormait beaucoup, rattrapant les nuits hantées par les silences d'Antoine. Elle mangeait peu, puis de plus en plus, au fur et à mesure que son corps réclamait pour deux. Puis trois, sans qu'elle le sache encore. Peu à peu, elle recommença à dessiner, à remplir ses carnets de formes nouvelles, inspirée par cette transformation intérieure qu'elle vivait. Son ventre s'arrondissait avec une rapidité troublante, comme si ses enfants pressaient le pas pour lui rappeler qu'elle ne pouvait plus se permettre de stagner. Marianne lui proposa de participer à un projet d'atelier collaboratif centré sur les matériaux recyclés. Le lieu, un ancien hangar industriel reconverti en espace de coworking, résonnait d'idées audacieuses. Élise y trouva non seulement un espace de travail, mais aussi une petite communauté bienveillante, faite d'artisans, de créateurs, de penseurs écologiques et de rêveurs pragmatiques. Elle y parla peu de sa vie privée. Tout le monde comprenait qu'il y avait un passé qu'elle préférait taire. On respectait son silence, tout en admirant son efficacité et sa capacité à transformer l'ordinaire en possible. C'est là qu'elle posa les premières pierres de ce qui deviendrait, 3 ans plus tard, une entreprise florissante. Au début, ce n'était qu'un projet de recherche. Comment utiliser des fibres naturelles locales, comme le lin ou le chanvre, pour créer des textiles résistants, biodégradables et esthétiquement séduisants. Mais Élise ne travaillait jamais à moitié. Elle contacta des agriculteurs, visita des fermes, expérimenta elle-même les traitements, cousit les premiers prototypes à la main. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais avec ce sentiment rare et précieux de construire quelque chose de tangible. À 5 mois de grossesse, elle apprit qu'elle attendait des jumeaux. La nouvelle la fit pleurer longuement, d'un mélange étrange de joie et de peur. 2 bébés, 2 êtres à aimer, à nourrir, à protéger, seuls. Elle pensa brièvement à Antoine, se demandant s'il aurait réagi différemment en apprenant cela. Mais le souvenir de son départ lui coupa toute envie de nourrir des hypothèses inutiles. Il ne voulait pas d'enfant, il n'avait pas voulu d'elle. Elle serait donc tout pour eux. La naissance arriva plus tôt que prévu. Par une nuit d'orage, alors que le Rhône grondait sous les éclairs, elle fut conduite d'urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse.
Marianne l'accompagna tenant sa main jusqu'à la salle d'accouchement. Louis naquit le premier, calme, avec des yeux sombres qui fixaient déjà tout. Camille arriva quelques minutes plus tard, plus fragile, mais avec une force insoupçonnée dans ses cris. En les tenant contre elle, Élise comprit immédiatement qu'elle venait de renaître avec eux. Les premiers mois furent d'une intensité vertigineuse. Les nuits hachées, les pleurs, les doutes constants, les gestes maladroits d'une mère qui apprenait sur le tas. Elle n'avait pas le luxe du repos. Pourtant, jamais elle ne se laissa submerger. Sa force nouvelle naissait du regard de ses enfants, de leur chaleur contre sa peau, de cette évidence viscérale. Il dépendait d'elle, entièrement, et elle ne faillirait pas. Avec le temps, elle apprit à s'organiser. Le matin, elle déposait les enfants à une crèche municipale près de la place des terreaux, où les éducatrices, attendries par son courage, lui offraient souvent une aide supplémentaire. Elle travaillait ensuite sans relâche à l'atelier, développant des prototypes, répondant à des appels à projets, créant des partenariats. Ses efforts portèrent leurs fruits. Une entreprise scandinave remarqua ses échantillons lors d'un salon de l'économie circulaire et lui proposa un contrat pilote. Peu après, une subvention régionale lui permit de louer un local plus grand. En moins de 2 ans, elle passa d'auto-entrepreneur anonyme à fondatrice d'une start-up qui faisait parler d'elle dans les cercles de l'innovation verte. Mais Élise ne perdit jamais de vue l'essentiel. Chaque soir, elle rentrait à pied, les bras chargés de dossiers et le cœur pressé de retrouver Louis et Camille. Ils grandissaient vite, avec des rires complices, des jeux bruyants, et cette ressemblance troublante avec un homme dont ils ignoraient tout. Elle s'était promis de leur dire un jour. Pas tout de suite, pas tant qu'ils étaient encore enveloppés dans la magie simple de l'enfance. Elle leur devait la vérité, mais aussi la paix. Les week-ends étaient sacrés. Elle les emmenait au parc de la Tête d'Or, où ils adoraient courir près du lac et observer les cygnes. Elle leur lisait des histoires inventées, parfois inspirées de ses propres douleurs transformées en contes. Elle leur apprenait à aimer la nature, le silence, la beauté dans les choses simples. Ils étaient devenus son ancrage, son moteur, sa revanche sur l'abandon. Malgré les cicatrices, Élise ne nourrissait aucune haine. Elle avait accepté, non sans peine, que certaines personnes ne soient pas capables d'aimer comme on l'espère. Elle avait cessé de chercher des explications là où il n'y en avait pas. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle avait construit, une famille, une entreprise, une dignité préservée. 4 années passèrent ainsi, rythmées par la croissance de ses enfants et de son entreprise. Élise, à 30 ans, était devenue une figure reconnue dans son domaine, souvent invitée à des conférences, sollicitée pour des collaborations européennes. Elle était respectée, admirée, parfois même enviée. Mais derrière son calme apparent, subsistait une blessure ancienne, tapie comme une ombre dans les jours de grande fatigue. Et c'est précisément à ce moment, alors qu'elle pensait avoir tourné définitivement la page, qu'un message inattendu fit vaciller tout l'équilibre patiemment construit. Un email sans objet, avec une seule phrase dans le corps du texte « J'aimerais que tu sois là ». Signé « Antoine ». Le message resta affiché sur l'écran pendant de longues minutes. Élise ne cliqua ni pour répondre ni pour l'effacer. Elle le relut plusieurs fois, espérant y découvrir un sens caché, un mot de plus, une explication, une trace de remords. Mais il n'y avait rien d'autre. Juste cette phrase, nue, presque absurde dans sa brièveté. « J'aimerais que tu sois là ». Elle vérifia l'adresse. C'était bien lui, Antoine Morel, celui qui, 4 ans plus tôt, l'avait laissée enceinte dans son salon parisien sans un regard en arrière. Celui qui n'avait pas cherché à la revoir, qui n'avait jamais demandé s'il avait un fils, une fille, ou les deux. Celui qui, aujourd'hui, après un silence plus long qu'une vie entière, osait revenir par une simple invitation. Élise sentit son souffle ralentir. Le monde extérieur semblait s'être arrêté. Les bruits de la rue, les cliquetis du clavier, même les voix des enfants jouant dans la pièce à côté, tout s'était estompé. Elle resta immobile, figée, comme si son corps refusait de comprendre l'implication de ces quelques mots. Ce n'était pas un message ordinaire, ce n'était pas une tentative de réconciliation, ni une demande de pardon. C'était une convocation muette, lâchée dans le vide, comme s'il suffisait de la rappeler pour qu'elle réapparaisse. Mais la suite arriva peu après, plus concrète, plus tranchante. Une enveloppe, en papier épais ivoire, avec un timbre discret. Un faire-part. Élise le retourna plusieurs fois avant de l'ouvrir, comme si ses mains refusaient d'en dévoiler le contenu.
À l'intérieur, une carte sobre, au design minimaliste, imprimée en lettres dorées, Antoine Morel et Claire Delmas. Vous convient à leur mariage, samedi 27 mai, église Saint-Germain-des-Prés, Paris. En bas, un petit mot manuscrit, reconnaissable entre mille. Je voulais que tu sois présente, pour de vrai. Elle resta là, assise à sa table de cuisine, le carton posé devant elle, ses doigts le touchant à peine, comme s'il risquait de la brûler. Ce n'était pas un cauchemar, ni une mauvaise blague. Antoine se mariait, et il la conviait, elle, la femme qu'il avait abandonnée sans un mot, celle qui avait porté seule ses enfants pendant 9 mois, qui les avait élevés loin de tout, dans une ville qu'il ne connaissait même pas. Était-ce de la provocation, un accès de conscience tardive? Ou bien pensait-il sincèrement qu'elle pourrait simplement venir, comme une connaissance parmi d'autres, applaudissant poliment en bout de rangée? Les questions se bousculèrent, incontrôlables. Pourquoi maintenant? Pourquoi elle? Savait-il? Avait-il appris pour les enfants? Était-ce une façon détournée de s'excuser ou simplement une tentative pour s'alléger d'un poids avant de sceller sa vie à une autre? Plus elle y pensait, plus son cœur s'emballait, oscillant entre colère, tristesse et une curiosité qu'elle aurait voulu ignorer. Ce soir-là, elle ne parla à personne de l'invitation. Elle coucha Louis et Camille comme d'habitude, leur chanta les chansons qu'ils demandaient toujours, puis resta longtemps à les regarder dormir. Ils avaient grandi vite. Louis, avec son air sérieux et protecteur, et Camille, plus espiègle, toujours à chercher l'aventure. 2 personnalités déjà distinctes, mais un lien fusionnel, né bien avant leur premier cri. Ils n'avaient jamais posé de questions sur leur père. Leur monde était rempli d'amour, de rire, de certitudes construites autour de leur mère. Et Élise avait tout fait pour préserver cette bulle. Mais maintenant, cette bulle était menacée. Une présence fantôme venait de frapper à la porte de leur histoire, et même si elle ne laissait pas entrer cette invitation, elle savait que rien ne serait plus tout à fait comme avant. Le passé qu'elle croyait maîtriser venait de ressurgir sans prévenir. Les jours suivants, elle tenta d'ignorer la question. Elle se plongea dans le travail, redoubla d'attention avec les enfants, mais le carton d'invitation, rangé dans un tiroir de la commode, semblait pulser d'une vie propre. Chaque fois qu'elle passait devant, elle sentait sa présence. Antoine, son nom, son écriture, ce samedi de mai qui approchait lentement. Marianne fut la première à remarquer son trouble. Un soir, après un dîner improvisé, elle la fixa longuement avant de lâcher d'un ton neutre. « Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête sans répondre. Puis, d'une voix presque étranglée, elle raconta tout. Le message, le faire-part, la signature, l'église. Marianne l'écouta sans l'interrompre, puis soupira. « Tu n'es pas obligée d'y aller, Élise, mais tu n'es pas non plus obligée de fuir. » Cette phrase résonna en elle pendant plusieurs nuits. Pas obligée de fuir. Était-ce cela, au fond, qui la troublait tant? L'idée que sa fuite de Paris, sa reconstruction à Lyon, n'avait été qu'un exil forcé, un repli douloureux, et que peut-être, aujourd'hui, elle avait enfin la possibilité de revenir, non pas comme la jeune femme abandonnée qu'elle avait été, mais comme celle qu'elle était devenue. Elle ne voulait pas se venger. Elle n'en ressentait ni le besoin, ni l'envie, mais quelque chose en elle, de plus profond, de plus ancien, exigeait d'être présent. Non pour Antoine, ni même pour Claire, cette inconnue qui épousait un homme à moitié. C'était pour elle, pour celle qu'elle avait été dans ce salon parisien, figée devant une porte qui se refermait, pour celle qui avait pleuré seule dans un train, pour celle qui avait accouché sous les éclairs, tenant les mains d'infirmières anonymes au lieu de celles d'un père. Et alors, doucement, une décision prit forme. Elle n'en parla pas tout de suite. Elle la laissa mûrir, s'installer, devenir une évidence. Elle ne dirait rien aux enfants, pas tout de suite. Elle se contenterait de leur dire qu'ils allaient à Paris pour un week-end, qu'elle avait un événement, une rencontre, une cérémonie peut-être, rien de plus. Ils viendraient avec elle, pas parce qu'ils avaient un rôle à jouer, mais parce qu'ils faisaient partie d'elle, de son histoire. Ils étaient la réponse silencieuse à toutes les questions laissées sans réponse. La veille du départ, elle choisit avec soin sa tenue. Un tailleur élégant, sobre, presque austère. Rien de spectaculaire, mais une silhouette affirmée, une allure d'acier. Elle coiffa Camille avec tendresse, ajusta le col de Louis, leur glissa des livres dans leur petit sac à dos. Puis, en les regardant dans le miroir de l'entrée, elle sut qu'elle avait fait le bon choix.
Ils prirent le train tôt le matin. Le trajet fut calme. Les enfants dessinèrent, posèrent quelques questions sur Paris, qu'ils ne connaissaient qu'à travers des albums illustrés. Elle répondit avec mesure, le cœur battant à chaque gare. Lorsqu'ils arrivèrent, la ville les accueillit sous un ciel d'un gris perle, entre mélancolie et solennité. Paris n'avait pas changé, mais Élise, elle, n'était plus la même. Et alors que le taxi approchait lentement de Saint-Germain-des-Prés, elle sentit, pour la première fois depuis longtemps, non pas de la peur, mais une étrange forme de paix. Paris s'étendait devant elle comme un vieux souvenir mal plié qu'on ose enfin sortir du fond d'un tiroir. En posant le pied sur le trottoir de Saint-Germain-des-Prés, Élise sentit son cœur battre avec une régularité étrangère, comme si le rythme même de la ville tentait de se synchroniser avec le tumulte intérieur qu'elle croyait avoir maîtrisé. Autour d'elle, tout semblait intact. Les librairies à l'ancienne avec leurs vitrines rassurantes, les terrasses déjà pleines malgré l'heure, les passants pressés et élégants, comme si l'époque ne les avait jamais effleurés. Mais pour elle, chaque pavé, chaque façade semblait chargée d'une mémoire vive. Non pas celle d'un amour perdu, mais d'une fracture non cicatrisée. Louis et Camille, insouciants, marchaient à ses côtés en regardant partout avec émerveillement. Ils posaient 1000 questions, voulaient tout savoir sur les statues, les monuments, les voitures anciennes. Elle leur répondait doucement, mais une partie de son esprit était déjà ailleurs. Elle savait exactement ce qu'elle allait affronter. Le simple fait de penser au visage d'Antoine la ramenait à ce soir de rupture, à cette phrase murmurée sans émotion, à la porte qui se refermait sans retour. Et pourtant, ce n'était plus la même douleur. Elle s'arrêta un instant pour observer ses enfants. 4 ans s'étaient écoulés, 4 années à se reconstruire, à lutter, à aimer sans condition, à bâtir quelque chose de plus fort que la colère. Elle ne venait pas à cette cérémonie comme une victime, ni comme une femme blessée cherchant réparation. Elle venait en témoin de sa propre force. Il ne s'agissait plus d'Antoine, ni même de Claire, ni du passé. Il s'agissait d'elle, de ce qu'elle était devenue, et de ce qu'elle refusait de laisser derrière elle. Elle logeait dans un petit hôtel discret à quelques rues de l'église. Une chambre sobre, lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur une cour intérieure. Elle y arriva avec les enfants, les installa calmement, les fit manger, puis s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. Le silence de la pièce lui permit de sonder ce qui se passait réellement en elle. Ce n'était pas de la peur, pas de la haine. C'était une forme étrange d'appréhension mêlée de clarté. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pas à lui, pas à la femme qui l'épousait, pas aux invités. Elle n'était pas là pour créer un drame, ni pour obtenir des réponses. Elle était là parce qu'elle refusait de se cacher. Elle sortit de sa valise la tenue qu'elle avait préparée des semaines auparavant. Pas une robe tape à l'œil, ni un ensemble criard. Une pièce épurée, élégante, dans un ton crème qui tranchait doucement avec sa peau claire. Elle coiffa Camille avec soin, boutonna la chemise de Louis, les regarda avec une émotion qu'elle ne parvint pas à dissimuler. Ils étaient beaux, dignes, presque solennels, et ils ne comprenaient pas encore que leur simple présence allait faire vaciller les certitudes d'un homme qui croyait son passé effacé. L'église se dessinait déjà au bout de la rue lorsque les cloches sonnèrent la demi-heure. Il restait du temps avant le début de la cérémonie. Élise marcha d'un pas calme, les enfants tenant chacun une de ses mains. Elle sentait les regards se tourner sur eux, d'abord furtifs, puis insistants. Elle ne baissa pas les yeux. Ce n'était ni arrogance ni provocation. C'était de la constance. Elle avançait sans chercher l'attention, mais elle savait que sa simple apparition était un acte. L'entrée de l'église était décorée sobrement. Quelques bouquets de fleurs blanches, des rubans attachés aux bancs, des murmures impatients entre invités. Personne ne s'attendait à ce que cette femme, à l'élégance simple mais saisissante, entre ainsi, accompagnée de 2 enfants qui semblaient sortis d'une version parallèle de l'histoire du marié. Élise avança sans un mot, sans hésiter. Elle ne se retourna pas. Elle ne chercha personne du regard. Elle s'installa à une place discrète, mais visible, au centre de la nef. Les enfants s'assirent de chaque côté d'elle. Ils chuchotaient doucement, inconscients du poids de leur présence. Le murmure dans l'église devint un bourdonnement. Des regards se croisaient, des lèvres se penchèrent vers des oreilles, des sourcils se fronçaient. Qui était-elle? D'où venait-elle? Pourquoi ces enfants? Pourquoi cette ressemblance troublante avec le futur marié?
Élise gardait les yeux fixés sur l'autel. Elle ne cherchait aucune approbation, aucun soutien. Elle était là comme un point d'ancrage silencieux, une réponse vivante à une histoire volontairement effacée. Quand Antoine fit son apparition, la tension devint presque palpable. Il entra par la grande porte vêtu d'un costume sombre, le visage fermé par une concentration étrange. Il marchait d'un pas mesuré, saluant quelques invités d'un signe de tête, jusqu'au moment où son regard croisa celui d'Élise. Il s'arrêta net. Le temps sembla suspendu. Le silence fut total. Puis, comme s'il reprenait conscience du moment, il reprit sa marche, mais quelque chose en lui avait changé. Son visage s'était figé, ses mains tremblaient légèrement. Claire, radieuse, entra peu après, ignorant encore tout de ce qui se tramait. Les invités se levèrent. La cérémonie devait commencer. Le prêtre attendait, le livre sacré ouvert entre les mains. Mais l'atmosphère n'était plus la même. Quelque chose avait été déplacé, un équilibre fragile rompu, et tout le monde le ressentait sans savoir pourquoi. Élise, elle, restait calme. Elle n'avait rien dit. Elle n'avait rien fait. Sa seule présence, ses 2 enfants à ses côtés, suffisait à faire vaciller les murs d'apparence et de silence. Et c'était tout ce qu'elle était venue chercher. Non une confrontation, pas une scène, juste cette vérité, posée là sans violence, mais avec une puissance irrévocable. Antoine jetait des coups d'œil furtifs. Il regardait tour à tour Louis et Camille, puis Élise, puis encore les enfants. Son visage, d'abord perplexe, devint blême. Il comprenait, ou du moins, il se doutait. Une inquiétude grandissait en lui, visible dans ses gestes imprécis, dans ses lèvres serrées, dans la manière dont il évitait de croiser à nouveau le regard d'Élise. Il se savait observé. Il savait que cette femme, qu'il avait effacée de son récit officiel, était là, dans l'église même où il s'apprêtait à prononcer des vœux éternels. Mais Élise ne bougea pas. Elle ne cria pas, ne se leva pas, ne demanda aucune reconnaissance. Elle était venue pour se tenir droite, pour affronter ce moment que tant d'autres fuiraient. Elle était venue pour ses enfants, pour sa dignité, pour la paix intérieure qu'elle savait ne pouvoir atteindre qu'en se regardant droit dans le passé, sans trembler. La cérémonie commença, mais plus rien ne se déroulait comme prévu. Les paroles du prêtre semblaient flotter dans un espace troublé. Claire, à mesure qu'elle observait Antoine, sentait que quelque chose lui échappait. Ce n'était pas de l'amour qu'elle voyait dans ses yeux, ni même de la nervosité habituelle d'un fiancé. C'était autre chose. Un vertige, une peur sourde, une faille. Et Élise, assise parmi les invités, savait que ce moment n'était que le début. Ce qui allait suivre ne dépendait plus d'elle. Elle avait fait sa part. Elle avait tenu tête à l'abandon, à l'injustice, au silence. Et elle était encore là, entière, libre, prête. La matinée était limpide, le ciel d'un bleu presque irréel, comme si la ville avait choisi de se parer de sa plus grande clarté pour le jour de ce mariage. Élise, debout devant le miroir de sa chambre d'hôtel, ajustait la dernière épingle dans les cheveux de Camille. Sa main tremblait à peine. Elle s'était levée avant l'aube, incapable de trouver un sommeil profond, pas à cause de la peur, mais d'une concentration froide, précise, presque militaire. Tout devait être parfaitement orchestré. Pas pour impressionner, mais pour affirmer. Elle ne venait pas en spectatrice. Elle venait comme un point final à une histoire non conclue, comme un chapitre que l'on relit à voix haute pour s'assurer qu'on l'a bien compris. À 8 heures précises, une voiture noire attendait devant l'hôtel. Les enfants, impatients, montèrent d'un pas léger. Camille tenait une petite peluche dans la main. Louis avait son air sérieux habituel. Élise, elle, portait une robe fluide, élégante, couleur ivoire clair, sans ornement. Une ceinture fine en tissu naturel soulignait sa silhouette. Rien de provoquant, rien de trop visible. Mais tout dans son allure imposait un respect immédiat. Le trajet vers le lieu de la cérémonie se fit dans un silence paisible. Elle regardait les rues défiler, ces rues qu'elle avait autrefois traversées avec d'autres intentions, dans une autre vie. Aujourd'hui, elle revenait dans cette même ville, mais elle n'était plus l'Élise abandonnée, brisée par un message lâche. Elle était une femme construite, consolidée par l'épreuve, fondatrice d'une entreprise qui comptait désormais parmi les références de l'innovation verte en Europe. Elle n'avait pas besoin d'explications, de reconnaissance, ni de confrontation. Sa présence, simplement, était suffisante. À quelques centaines de mètres de l'église, le véhicule ralentit.
Il était prévu qu'un hélicoptère atterrisse brièvement dans un terrain privé adjacent à la rue principale, un détail logistique organisé à l'avance, avec toutes les autorisations nécessaires. Le bruit des pales résonna dans le quartier, attirant l'attention de plusieurs passants. Ce n'était pas une entrée spectaculaire pour faire sensation, mais une manière d'assurer discrétion et ponctualité. Dans un quartier aussi traditionnel que celui de Saint-Germain-des-Prés, l'événement ne pouvait passer inaperçu. Lorsque la portière s'ouvrit et qu'Élise en descendit, tenant la main de Louis d'un côté et celle de Camille de l'autre, le silence se fit progressivement parmi les invités qui commençaient à s'agglutiner devant l'église. Les conversations s'interrompirent. Les regards se tournèrent, d'abord par curiosité, puis par stupéfaction. Certains reconnurent son visage. Quelques figures du monde des affaires présentes pour célébrer le mariage du prestigieux Antoine Morel savaient très bien qui elle était. Élise Dumas, l'entrepreneur que l'on disait brillante, redoutable, visionnaire. Mais personne ne s'attendait à la voir là, encore moins dans ce contexte. Les enfants, impeccablement vêtus, avançaient en silence, leur démarche rythmée par celle de leur mère. Ce fut à ce moment que l'évidence se fit. Plusieurs invités échangèrent des regards troublés. L'un murmura quelque chose à son voisin, qui hocha la tête en fronçant les sourcils. Les enfants, ils avaient ce regard, cette mâchoire, cette façon de marcher, de se tenir. Ce n'était pas seulement une impression. Une vérité insoupçonnée flottait désormais dans l'air comme une tension électrique avant l'orage. Élise ne s'arrêta pas. Elle franchit les grilles de l'église avec calme, sans hâte. Le silence était devenu pesant. Même les musiciens engagés pour jouer à l'entrée hésitèrent à reprendre. Elle pénétra dans l'édifice, toujours accompagnée de ses enfants, et s'assit dans l'une des rangées centrales, sans regarder autour d'elle. Les enfants s'installèrent de chaque côté, attentifs, bien élevés. Louis sortit un petit livre de son sac. Camille se tourna vers les vitraux, fascinée par les couleurs. Élise, droite, les mains posées sur ses genoux, attendait. Elle ne bougeait pas, mais toute sa présence remplissait l'espace. Dans la sacristie, Antoine, encore inconscient de ce qui se tramait à quelques mètres de lui, ajustait nerveusement son col de chemise. Le reflet dans le miroir ne le rassurait pas. Depuis l'envoi du message, depuis cette décision irréfléchie d'inviter Élise, quelque chose en lui vacillait. Il avait cru pouvoir gérer. Il s'était dit que le temps avait tout effacé, que sa vie était désormais ailleurs, claire, linéaire, organisée. Il avait tort. Il allait l'apprendre à la seconde où il mettrait un pied dans la nef. Lorsque le moment arriva et qu'il entra par la grande porte, il sentit immédiatement que quelque chose clochait. Il y avait dans l'assemblée un silence anormal, un souffle suspendu. Il leva les yeux et la vit. Élise, assise, immobile, entourée de 2 enfants. Son cœur rata un battement. Le monde bascula légèrement. Le temps, un instant, se rétracta. Il s'arrêta net. Ses yeux passèrent d'Élise à Louis, puis à Camille. Et il comprit. Il n'eut besoin d'aucune parole. C'était là, devant lui, indéniable. Une évidence sculptée dans les traits des enfants. Ils étaient si familiers, si proches, comme un miroir de ce qu'il était. Il se sentit vide, et pourtant étrangement pas surpris, comme si une part de lui, enfouie, savait, avait toujours su. Mais il n'y avait pas de scène, pas de cri, pas de confrontation. Élise ne bougea pas. Elle ne lui adressa aucun signe. Elle ne baissa pas les yeux. Elle était simplement là comme un rappel vivant de ce qu'il avait fui. Et dans cette posture silencieuse, elle imposait plus que 1000 discours. Elle n'avait rien demandé. Elle n'exigeait rien. Mais sa présence modifiait tout. Claire, derrière lui, ne comprenait pas encore. Elle observait les regards, la tension, le trouble. Elle n'avait pas encore identifié la source, mais elle sentait l'onde de choc. Son sourire vacilla. Elle posa une main sur l'épaule d'Antoine, qui tressaillit. Il ne se retourna pas. Il restait figé face à l'autel, mais son regard restait irrésistiblement attiré vers la gauche, vers la 3e rangée, là où se jouait maintenant le vrai centre de gravité de cette cérémonie. Et Élise, sans dire un mot, venait de bouleverser un mariage avant même qu'il n'ait commencé. Lorsque le silence se fissura enfin, ce ne fut pas à cause des paroles du prêtre, ni des notes du quatuor à cordes engagées pour accompagner l'entrée de la mariée. Ce fut à cause du frisson, subtil, mais collectif, qui parcourut l'assemblée,
Une onde invisible née du regard fixe qu'Antoine portait vers la rangée centrale. Personne ne comprenait entièrement ce qui se jouait, mais chacun ressentait que l'air s'était chargé d'un poids nouveau. Il n'y avait pas eu de cris, pas d'interruption. Et pourtant, la cérémonie n'avait pas encore commencé qu'elle semblait déjà contaminée par une vérité silencieuse. Claire, dans sa robe parfaitement coupée, tenait le bouquet sans bouger. À sa droite, sa sœur murmurait quelques mots d'encouragement, mais Claire ne répondait pas. Elle observait Antoine, dont les traits venaient de changer subtilement. Ce n'était pas une peur manifeste, ni même de l'étonnement flagrant, mais un effondrement lent, profond, comme si son corps entier venait de réaliser quelque chose qu'il refusait d'assumer. Elle le vit cligner des yeux, plusieurs fois, puis détourner brièvement le regard vers le sol, avant de revenir inlassablement vers la même direction. Elle suivit discrètement ses yeux. Ce fut alors qu'elle la vit. Élise, droite, immobile, impénétrable. Et les enfants, 2, âgés de 4 ans environ. Un garçon, une fille. Même couleur de cheveux, même port altier, même calme étrange. Claire fronça les sourcils. Ce ne fut pas un choc immédiat, mais une intuition fulgurante. Elle sentit quelque chose se resserrer dans sa poitrine, sans comprendre encore pourquoi, comme un fil invisible que l'on tire doucement et qui commence à faire céder les coutures d'une robe trop ajustée. Le prêtre, ignorant encore la tempête en gestation, prit la parole. Les premières phrases rituelles résonnèrent dans l'église. Des mots de bienvenue, d'amour, d'engagement. Antoine semblait l'écouter, mais ses mains trahissaient son trouble. Il les frottait nerveusement l'une contre l'autre, regardant par intermittence Élise, les enfants, puis Claire, qu'il n'osait affronter pleinement. Dans les rangs, les invités, d'abord simplement curieux, devenaient de plus en plus attentifs. Certains reconnaissaient maintenant Élise, pas seulement pour ses exploits professionnels, mais pour ce qu'elle représentait dans le cercle discret des familles influentes. La jeune femme brillante qui avait disparu mystérieusement des radars parisiens il y a quelques années, au moment même où sa relation avec Antoine Morel avait été évoquée dans quelques colonnes mondaines. À l'époque, cela n'avait été qu'une rumeur, vite étouffée. Mais aujourd'hui, ces enfants-là, leur ressemblance flagrante avec Antoine, leur âge, la présence d'Élise en personne, tout cela tissait un tableau impossible à ignorer. Le malaise monta d'un cran. Le murmure enfla. Élise pourtant ne bougeait pas. Elle ne parlait pas, ne regardait personne d'autre que ses enfants. Elle murmurait parfois à Camille de ne pas gigoter ou corrigeait doucement la position assise de Louis. Pour elle, rien n'avait changé. Elle ne cherchait pas à provoquer, encore moins à nuire. Elle était simplement là. Mais cette simple présence, cette neutralité presque glaciale, suffisait à ébranler les fondations de l'événement. Claire, à présent, ne voyait plus rien d'autre qu'eux. Elle essayait de chasser l'idée. Peut-être était-ce une connaissance, une coïncidence. Mais non. Il y avait une chose dans la posture d'Antoine, dans sa tension corporelle, dans l'absence totale d'expression sur son visage, qui confirmait ce qu'elle craignait. Il savait. Il reconnaissait. Il n'était pas surpris. Il était simplement exposé. Le prêtre continuait, imperturbable, lisant les textes sacrés avec conviction. Mais les mots tombaient à plat. Antoine n'écoutait plus, Claire non plus. Elle sentit une sueur froide couler entre ses omoplates. Elle tourna légèrement la tête vers Antoine, s'attendant à croiser son regard, mais il fixait toujours Élise. Le monde semblait avoir rétréci, réduit à cette ligne droite entre lui et son passé, un regard qui n'était plus chargé d'amour, ni de haine, mais d'un vertige. Puis, soudainement, Élise leva enfin les yeux. Ce fut un échange bref, précis, sans agressivité. Elle le regarda une seule fois, pas pour lui faire un reproche, ni pour le supplier, juste pour qu'il sache qu'elle le voyait, qu'elle savait, et qu'elle n'avait besoin d'aucune justification. Ce regard dura peut-être 3 secondes, mais dans ce laps de temps, il reçut toute la violence contenue de ces 4 années. Pas de cri, juste une évidence muette. Antoine détourna aussitôt les yeux. Claire le vit, et ce fut la confirmation. Elle sentit ses jambes trembler légèrement et serra plus fort son bouquet. Un doute s'insinua en elle, dévastateur. Il y avait donc un passé non dit, un silence imposé, une trahison dissimulée. Et aujourd'hui, au moment où ils étaient censés s'unir devant Dieu et leur famille, ce passé venait réclamer sa place, en pleine lumière. Les mots du prêtre continuaient de tomber, comme des pierres dans un puits.
Mais les cœurs, eux, n'étaient plus à la cérémonie. Les visages se tournaient vers Élise, puis vers Antoine. Les regards se croisaient, les murmures redoublaient. Et dans cette église pleine, il n'y avait plus de joie. Seulement une tension sourde, un malaise croissant, une question suspendue. Que va-t-il se passer maintenant? Antoine, livide, gardait le dos droit, mais son esprit semblait ailleurs. Il n'était plus capable de suivre. Les voix, les regards, la musique, tout se mêlait en un tourbillon confus. Il pensait à ses années passées à ignorer ce qu'il savait au fond de lui, à ces nuits où il avait tenté d'oublier, à cette fuite, à cette décision brutale prise sans honneur. Et maintenant ils étaient là, Louis et Camille, ses enfants. Élise, de son côté, caressait doucement la main de Camille. Elle souriait à demi. Elle n'était pas triomphante, elle n'était pas cruelle. Elle était simplement en paix. Ce n'était pas une revanche, c'était un acte de reconnaissance. Ils étaient venus jusqu'ici pour exister, pour apparaître. Et désormais, rien ne pouvait les ignorer. La cérémonie poursuivait son cours. Mais elle n'était plus qu'un décor. Le vrai théâtre s'était déplacé. Il se jouait en silence entre des êtres qui n'avaient plus besoin de mots. Et dans cette chorégraphie figée, où chacun tentait de maintenir les apparences, une vérité immense venait de se lever. Claire, elle aussi, le comprit. Et dans son cœur, une question brutale s'imposa. Pouvait-elle encore dire oui à un homme qui lui avait caché autant? La cérémonie s'acheva dans un silence qui contrastait violemment avec les applaudissements attendus à la fin d'un mariage. Le prêtre, visiblement déstabilisé par l'atmosphère lourde, prononça les dernières bénédictions avec une hésitation inhabituelle, son regard glissant à plusieurs reprises vers le couple qui ne semblait plus uni que par la proximité physique. Antoine, raide comme une statue, répondait mécaniquement aux formules rituelles. Et Claire, le bouquet serré entre ses doigts blanchis, ne souriait plus. Elle regardait droit devant elle, les yeux vides, comme si l'autel lui renvoyait un reflet qu'elle ne reconnaissait plus. Les invités commencèrent à sortir, certains avec empressement, d'autres avec une lenteur prudente, comme s'ils attendaient encore un événement imprévu. Tous jetaient des regards furtifs vers Élise et ses enfants, toujours assis à la même place. Personne ne s'approchait d'eux. Leur présence suffisait à imposer une distance respectueuse, mêlée de crainte et de fascination. Louis s'amusait avec un petit avion en bois qu'il faisait voler discrètement entre ses genoux, tandis que Camille dessinait sur un coin de programme de la messe avec un crayon trouvé dans le sac de sa mère. Pour eux, le moment n'était qu'un instant suspendu dans un lieu inhabituel. Ils ignoraient que leurs traits, leur existence même, venaient de faire éclater les fondations d'une union qui n'avait pas encore commencé. Lorsque les portes de l'église furent grandes ouvertes et que la lumière du jour s'y engouffra, Élise se leva calmement, prenant une main dans chaque sienne. Elle savait ce qui allait suivre. Elle n'avait pas besoin de le provoquer. Elle l'attendait. Et cela ne tarda pas. À peine eut-elle franchi les premières marches du parvis que la silhouette d'Antoine surgit presque précipitée, coupant court aux félicitations des invités qui tentaient de sauver les apparences. Il se fraya un chemin sans dire un mot, comme si le monde autour n'existait plus. Ses pas étaient décidés, sa respiration haletante, et lorsqu'il fut face à elle, il s'arrêta, incapable de formuler la moindre phrase. Ils se dévisagèrent. Le tumulte de la foule, les bruits de la ville, tout s'évanouit. Le temps se suspendit à nouveau. Antoine ouvrit enfin la bouche, mais aucun mot ne vint. Ce fut Élise qui rompit le silence, la voix calme, tranchante comme une lame qu'on aiguise depuis des années. « Tu voulais que je sois là, Antoine. Me voilà. » Il baissa les yeux un instant, puis les releva. Son visage, marqué par l'effort de contenir des émotions trop longtemps réprimées, se crispa. Il regarda Louis, puis Camille. Et, cette fois, la question surgit, irrépressible. « Ce sont mes enfants, n'est-ce pas ?» Élise ne recula pas. Elle ne sia même pas. Elle ne haussa pas la voix, ne chercha pas à humilier. Elle répondit comme on énonce une vérité simple, irrévocable. « Oui, ce sont tes enfants, Louis et Camille. 4 ans. Ils sont nés quelques mois après ton départ. Tu te souviens? Ce soir-là, quand tu as dit que tu n'étais pas prêt pour ça ?» Antoine recula d'un pas, comme frappé physiquement. Il regardait les enfants, mais ceux-ci, protégés par l'aura tranquille de leur mère, ne semblaient pas inquiets. Camille regarda l'homme en costume avec une curiosité polie, sans le reconnaître. Louis, lui, détourna les yeux, comme s'il percevait une tension qu'il ne comprenait pas mais refusait d'absorber. Claire, qui s'était approchée sans bruit, entendit la dernière phrase. Elle s'arrêta net, à quelques pas,
Sa robe blanche tranchait violemment avec l'expression sombre qui déformait à présent ses traits. Elle regarda Antoine, puis Élise, puis les enfants. Le puzzle s'assembla dans son esprit avec une clarté brutale. Elle s'avança d'un pas sec. « Tu ne m'as jamais parlé d'elle. Ni d'eux. Pourquoi ?» Antoine se tourna lentement vers sa fiancée. Son visage se vida de toutes couleurs. Les mots lui manquaient. Il balbutia quelque chose d'incompréhensible, puis se tut, abattu. Claire, les bras croisés, attendait. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Sa voix, comme celle d'Élise plus tôt, était froide, précise, blessante dans sa justesse. « J'ai partagé ma vie avec toi pendant 2 ans. On a préparé ce mariage, invité nos familles, nos amis. Et tu te tiens là, incapable de nier que ces enfants sont les tiens. Pourquoi m'avoir trahi de cette façon ?» Élise fit un pas en arrière, ne souhaitant pas assister à un règlement de compte. Elle n'était pas venue pour ça. Elle jeta un regard aux enfants, qui semblaient maintenant inquiets. Elle se pencha, leur murmura quelque chose, puis les guida vers un banc de pierre à l'écart de la foule. Antoine, lui, semblait vidé. Il s'approcha lentement d'Élise, alors que Claire restait en arrière, tremblante, immobile. Il prit une inspiration, puis, enfin, articula quelques mots. « Je ne savais pas comment revenir. Je ne savais pas comment réparer. Alors j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai fui. Encore. Je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Mais je devais les voir. Te voir. » Élise le regarda longuement. Puis, d'un ton doux, mais ferme, « Ce n'est pas pour toi que je suis venue, Antoine. C'est pour moi. Pour eux. Ils ont le droit d'exister. Tu n'es qu'un détail dans cette histoire. » Elle tourna les talons, rejoignant ses enfants. Antoine ne la retint pas. Il resta là, immobile, tandis que Claire s'éloignait en silence, suivie par une rumeur confuse. Les invités, désormais incapables de faire semblant, formaient de petits groupes, parlant à voix basse, commentant ce mariage devenu scène de révélation. Élise, assise entre ses enfants, leur parla doucement. Elle leur dit qu'il était temps de partir. Ils acquiescèrent. Avant de quitter le parvis, elle jeta un dernier regard vers l'église. Antoine était seul, au sommet des marches, silhouette figée dans un monde qu'il avait lui-même vidé de sens. Elle ne ressentait plus de colère, juste un soulagement. Elle avait fait ce qu'il fallait. Elle n'avait rien réclamé, elle avait juste montré. Et parfois, montrer suffit à faire s'écrouler des mensonges. Le tumulte du mariage inachevé se prolongea bien au-delà des murs de l'église. L'image d'Antoine figée sur les marches, le regard perdu dans un vide que seule sa conscience semblait habiter, était déjà relayé dans les cercles clos des invités influents. Certains, d'abord sidérés par la révélation muette incarnée par Élise et ses enfants, reprenaient à leurs esprits dans les salons alentours, commentant à voix basse ce qu'ils venaient de vivre. D'autres, plus discrets, s'éloignaient sans un mot, comprenant que ce mariage avait été saboté non par un scandale extérieur, mais par une vérité longtemps niée. Dans un hôtel particulier où se tenait le cocktail prévu après la cérémonie, la tension était palpable. L'ambiance autrefois festive avait cédé la place à une nervosité contenue. Le personnel de service continuait d'installer les buffets et de préparer les coupes de champagne, mais l'atmosphère n'était plus à la célébration. Les convives, réunis par la promesse d'une union brillante entre 2 familles respectées, réalisaient maintenant qu'ils assistaient plutôt à la désagrégation publique d'un mensonge. Claire n'était pas arrivée. Après avoir quitté les abords de l'église sans mot dire, elle s'était réfugiée dans une voiture, le regard fixé sur les passants, sans demander où on la menait. Ses mains tremblaient toujours légèrement. À ses côtés, sa sœur tentait maladroitement de la réconforter, mais Claire n'écoutait pas. Tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, c'étaient les mots d'Élise, le regard de Louis, l'expression muette de Camille. Une famille entière qu'elle n'avait jamais connue. Une famille que l'homme qu'elle croyait aimer avait choisi d'abandonner et de dissimuler. Pendant ce temps, Élise, de retour à l'hôtel avec ses enfants, prenait un moment pour elle. Elle avait loué une suite spacieuse, prévoyant qu'ils auraient besoin de calme après cette journée. Les enfants, inconscients des répercussions de leur présence à l'église, jouaient tranquillement sur le tapis moelleux du salon. Élise, assise près de la fenêtre, observait Paris en contrebas. Le ciel s'était couvert, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Elle savait que tout ce qu'elle avait fait depuis 4 ans convergeait vers ce moment. Et elle savait aussi que désormais, les regards changeraient, qu'on parlerait d'elle, qu'on la jugerait, qu'on l'admirerait peut-être. Mais cela importait peu. Ce qu'elle venait de faire
Elle l'avait fait pour elle, pour ses enfants, pour mettre un terme à un silence qu'elle avait trop longtemps porté seule. Alors qu'elle s'apprêtait à envoyer un message à Marianne pour la rassurer sur le déroulement de la journée, on frappa à la porte. Elle hésita, puis se leva. En ouvrant, elle se retrouva face à deux femmes qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Mais leur visage exprimait une curiosité sincère, sans hostilité. « Madame Dumas, nous étions invités au mariage. Je suis Emmanuelle, fondatrice d'une entreprise de cosmétiques naturels. Et voici Delphine, journaliste spécialisée en économie verte. » Élise haussa légèrement les sourcils, mais leur fit signe d'entrer. Elle ne comprenait pas encore ce qu'elle faisait là. Les deux femmes s'assirent, un peu nerveuses. « On sait que ce n'est pas le moment idéal, » dit Emmanuelle, « mais ce que vous avez fait aujourd'hui, ce n'était pas seulement courageux, c'était nécessaire. Ce que vous représentez, ce que vous incarnez, c'est bien plus que ce que les gens pensent. » Delphine sortit un carnet. « Je travaille sur un dossier sur les femmes qui redéfinissent les modèles familiaux et économiques en France. Et ce que vous avez construit, votre parcours, vos enfants, c'est exactement ce dont on a besoin de parler aujourd'hui. » Élise les observa, interdite. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle avait envisagé le rejet, le silence, voire l'hostilité, mais pas ce genre de reconnaissance. Elle hésita un instant, puis hocha lentement la tête. « Ce que j'ai fait aujourd'hui n'a rien d'héroïque. J'ai simplement refusé de continuer à être effacée. » Emmanuelle sourit doucement. « Et c'est précisément ce qui vous rend incontournable. » La discussion s'engagea. Élise raconta brièvement son parcours, le départ de Paris, la naissance des enfants, la création de son entreprise à Lyon, les défis, les nuits sans sommeil, les doutes. Les deux femmes l'écoutaient en silence, prenant des notes, hochant la tête. Elle ne posait pas de questions indiscrètes. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un drame personnel, mais d'une reconstruction. Pendant ce temps, dans l'hôtel où les invités tentaient de sauver ce qui restait de l'événement, Antoine restait cloîtré dans une pièce à l'écart. Ses parents, furieux, tentaient de contenir les dégâts. Sa mère, glaciale, le regardait comme un enfant ayant commis une faute irréparable. Son père, silencieux, le fixait d'un air accablé. « Tu avais une vie parfaite devant toi, » murmura sa mère. « Pourquoi l'avoir gâchée ?» Antoine, vidé, ne répondit pas. Il pensait à Louis, à Camille, à Élise. Il se revoyait 4 ans plus tôt, quittant l'appartement sans se retourner, persuadé qu'il pouvait tout enterrer. Et maintenant, tout le monde savait. Le poids du secret s'était envolé, mais à la place, il ne restait que l'écho d'un choix lâche. Il ne pouvait plus fuir, il ne le voulait plus. 1 heure plus tard, alors que les coupes de champagne restaient intactes sur les plateaux, Claire réapparut. Elle entra sans un mot, traversa la pièce sous les regards médusés et se planta devant Antoine. « Je vais réfléchir à tout cela, mais je ne peux pas faire semblant. Pas aujourd'hui, pas maintenant. » Il voulut parler, s'expliquer, mais elle leva la main. « Non, tu as eu des années pour me dire la vérité. Maintenant, tu vas devoir écouter. » Et elle s'éloigna. Ce soir-là, Élise reçut une 20aine de messages, certains d'excuses maladroites, d'autres de soutien sincère, des invitations à parler, à raconter, à participer à des projets. Mais elle refusa tout. Ce n'était pas encore le moment. Elle voulait protéger ses enfants, leur accorder un peu plus de silence avant que le monde ne les réclame. Elle les regarda dormir, paisible, et sourit. Le monde extérieur pouvait bien s'agiter, débattre, applaudir ou critiquer. Elle avait retrouvé sa voix. Et elle ne la perdrait plus jamais. Le lendemain, Paris s'était réveillé sous une lumière douce et grise, comme si le ciel lui-même tentait d'apaiser les tensions de la veille. Le tumulte du mariage avorté avait laissé une empreinte dans les cercles sociaux qui s'étaient réunis pour l'occasion. Les conversations s'étaient déplacées dans les cafés chics de la rive gauche, dans les salons feutrés des appartements haussmanniens, dans les coulisses des entreprises où Élise était désormais citée avec un mélange d'admiration et d'interrogation. Mais tandis que les langues se déliaient, que les opinions se formaient, la principale intéressée, elle, restait volontairement en retrait. Ce matin-là, dans la suite paisible de l'hôtel, Élise servait des tartines à ses enfants, comme si rien n'avait eu lieu. Louis, concentré, beurrait son pain avec application, tandis que Camille racontait un rêve avec cette intensité propre aux enfants de son âge, incapable de séparer totalement l'imaginaire de la réalité. Élise les écoutait, répondait par des sourires discrets,
tout en pensant à ce qui allait suivre. Elle n'avait pas cherché Antoine depuis la veille. Elle n'avait pas répondu à ses messages, ni à l'appel manqué sur son téléphone. Mais elle savait qu'il viendrait. Il n'avait plus le choix. Et elle, malgré la distance qu'elle maintenait encore, savait qu'il était temps d'affronter ce face-à-face, non par désir de réconciliation, mais par nécessité de vérité. Vers la fin de la matinée, alors que les enfants jouaient dans la chambre, on frappa à la porte. Elle ouvrit, sans surprise. Antoine se tenait là, visiblement fatigué, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Il tenait dans sa main un sac en papier froissé qu'il déposa maladroitement sur une table à l'entrée. Décroissant. Je ne savais pas comment commencer. Elle le laissa entrer sans un mot. Il s'installa sur un fauteuil, les mains posées sur ses genoux. Il regarda autour de lui, sans fixer quoi que ce soit, comme un homme qui entre dans une maison qu'il aurait dû connaître depuis toujours, mais qu'il découvre avec un mélange de honte et de fascination. « Je ne suis pas venu pour me justifier, » dit-il enfin. « Je suis venu pour écouter. » Élise s'assit en face, croisant les jambes lentement. Elle prit quelques secondes avant de répondre, pesant ses mots avec une précision presque chirurgicale. « Alors écoute, mais je ne vais pas t'épargner. » Elle raconta, pas pour se plaindre, mais pour poser les faits. Elle parla de la solitude à Paris, du test de grossesse fait en silence, de son départ vers Lyon sans un sou, avec un ventre déjà trop rond pour qu'on l'ignore. Elle évoqua les nuits blanches, les douleurs de l'accouchement, l'incertitude, la peur constante de ne pas réussir. Elle parla de la chaleur de Marianne, de l'atelier bricolé dans un ancien hangar, des premiers prototypes faits entre 2 siestes des jumeaux. Elle parla de la sueur, des refus, des petits succès, des appels d'offres, des investisseurs. Elle décrivit tout, sans émotion apparente, mais avec une intensité implacable. Antoine écoutait. Il ne bougeait pas. Parfois, il baissait les yeux. Parfois, il les fermait, comme pour absorber la violence silencieuse de ce qu'il avait manqué. Lorsqu'elle eut fini, il ne tenta pas de se défendre. Il ne formula aucune excuse. Il se contenta d'un murmure. « J'ai eu peur. Et j'ai fait le choix le plus lâche. » Élise hocha la tête. Elle n'avait jamais douté de cela. Ce n'était pas de la cruauté ni même de la malveillance. C'était la peur, pure, brute, celle d'un homme confronté à une réalité qui menaçait son confort. Mais ce constat n'effaçait rien. Tu as raté leurs premiers pas, leurs premiers mots, leur première fièvre. Tu n'étais pas là quand Louis a dû être hospitalisé pour une bronchite. Tu ne sais pas que Camille adore la pluie, ou que Louis parle dans son sommeil. Tu ne sais rien d'eux. Et aujourd'hui, tu veux quoi exactement ? Antoine leva les yeux. Pour la première fois, ils étaient humides. Je veux apprendre, pas pour réparer, mais pour ne plus fuir. Élise le fixa longuement. Elle cherchait en lui un signe de sincérité, de transformation réelle. Ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu. Il y avait en lui une fracture nouvelle, une lucidité douloureuse qui le rendait méconnaissable. Mais elle ne voulait pas se laisser attendrir trop vite. Tu ne peux pas débarquer et devenir père du jour au lendemain. Ce rôle, je l'ai tenu seul. Et ils n'ont jamais demandé à en avoir un deuxième. Antoine acquiesça. Je ne demanderai rien, je ne les forcerai pas. Je veux seulement qu'ils sachent que je suis là, qu'ils pourront venir à moi quand ils le voudront. Il sortit alors une enveloppe de sa poche. Il la tendit à Élise. Ce n'est pas de l'argent, c'est une lettre. Pour eux, quand tu jugeras qu'ils sont prêts. Elle prit l'enveloppe sans l'ouvrir. Elle la posa sur la table, puis se leva. Ils jouent dans la chambre. Si tu veux les voir, ce sera sous mes conditions. Tu n'es pas leur père. Pas encore. Tu es un homme qui a beaucoup à prouver. Antoine se leva aussi, mais ne bougea pas vers la chambre. Il savait que ce n'était pas encore le moment. Il regarda Élise, avec une gravité nouvelle. « Je ne te demande pas de me pardonner, mais je te remercie de ne pas m'avoir effacé. » Elle ne répondit rien. Il sortit, laissant la porte se refermer lentement derrière lui. Elle resta debout un instant, le regard fixé sur le vide. La lettre était là, sur la table, lourde de tout ce qu'elle n'avait jamais entendu, mais pour l'instant, elle ne l'ouvrirait pas. Dans la chambre, les enfants riaient. Elle les rejoignit, s'agenouilla entre eux, les serra doucement dans ses bras. Louis leva les yeux vers elle. C'était qui, le monsieur ? Elle sourit doucement. Un vieil ami, qui avait besoin de dire bonjour. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que la vérité désormais avait trouvé sa place. Pas imposée, pas vengée, mais révélée. Les jours suivants furent étrangement silencieux. Après le chaos émotionnel provoqué par la cérémonie interrompue,
et les révélations qui l'avaient précédé, un calme pesant s'était installé autour de chacun des protagonistes. Élise était retournée à Lyon avec les enfants, sans fanfare ni discours, laissant derrière elle un Paris encore secoué, où son nom circulait désormais dans des conversations bien au-delà des sphères habituelles. Les réseaux sociaux et certains médias spécialisés avaient commencé à évoquer son parcours de manière plus personnelle, mêlant admiration professionnelle et fascination pour l'histoire intime qu'elle représentait. Mais Élise, fidèle à sa discrétion, ne fit aucun commentaire. Elle refusait les demandes d'interview, écartait les propositions de plateau et protégeait ses enfants d'une visibilité qu'elle jugeait prématurée. À Lyon, elle reprit ses habitudes. Mais quelque chose avait changé. Louise et Camille, bien que trop jeunes pour comprendre la complexité des événements, semblaient ressentir une forme de tension flottante dans l'air. Ils étaient plus attentifs, plus proches d'elle, comme s'ils percevaient intuitivement que leur univers, jusqu'alors immuable, venait d'acquérir une dimension nouvelle. Ce fut Antoine qui, le premier, brisa de nouveau le silence. Un soir, après avoir envoyé un message demandant s'il pouvait passer à Lyon, il arriva sans apparat, vêtu simplement, le regard moins fuyant. Élise, bien qu'encore méfiante, accepta de le recevoir. Cette fois, il venait sans intention cachée, sans promesse illusoire. Il voulait voir les enfants, pas en père revendiquant un droit, mais en homme commençant à comprendre ce qu'il avait manqué. Élise, après avoir longuement hésité, les lui présenta. Louis fut d'abord distant, comme souvent avec les inconnus, tandis que Camille observait avec cette curiosité prudente qui la caractérisait. Antoine ne tenta pas de forcer les choses. Il leur parla avec simplicité, leur demanda leur prénom, ce qu'ils aimaient faire, leurs dessins préférés. Il écouta plus qu'il ne parla, et cela, Élise le remarqua immédiatement. Ce n'était plus l'homme pressé, sûr de lui, qui avait disparu du jour au lendemain. C'était quelqu'un d'abîmé, mais aussi peut-être d'un peu plus humain. Après cette première visite, d'autres suivirent, toujours brèves, toujours respectueuses. Antoine proposait de les emmener au parc, de partager un goûter, de lire une histoire. Élise restait présente, surveillant, attentive, mais peu à peu, elle relâchait une partie de la vigilance qui l'avait tenue en alerte pendant 4 ans. Non parce qu'elle lui faisait confiance à nouveau, mais parce qu'elle voyait dans les yeux de ses enfants quelque chose d'inhabituel, une ouverture nouvelle, une question silencieuse, un espace qui se créait. Pendant ce temps, à Paris, Claire prenait sa propre décision. Après plusieurs jours de silence et de réflexion, elle convoqua Antoine dans un café discret, loin des regards. Lorsqu'il arriva, elle ne le laissa pas parler immédiatement. Elle sortit une enveloppe de son sac, la posa sur la table, puis leva les yeux. « Ce sont les documents pour annuler le mariage civil. J'ai besoin de temps. Peut-être qu'un jour, je pourrai te pardonner. Mais je ne veux pas vivre avec un homme qui n'a pas été capable de regarder son passé en face. Je t'aimais, mais je m'aime aussi. » Antoine, abasourdi, tenta de réagir, mais elle leva la main. « Tu n'as pas besoin de me convaincre. Tu as quelqu'un d'autre à convaincre maintenant. 2, en fait. » Louise et Camille. Elle se leva, le salua poliment et partit sans se retourner. Antoine signa les papiers le lendemain. Il ne chercha pas à retenir Claire, il comprenait. Et au fond, une partie de lui savait que cela devait arriver. Ce mariage avait été bâti sur un déni. Il était donc naturel qu'il s'effondre dès que la vérité avait fait surface. Libéré de cet engagement, Antoine se concentra sur les enfants. Il fit plusieurs allers-retours à Lyon, s'intéressa sincèrement à leur quotidien. Il assista à un atelier de peinture à l'école de Camille, regarda Louis réciter un poème, apprit leurs habitudes, leurs peurs, leurs passions. Élise, observant cela de loin, restait prudente. Elle ne nourrissait aucune illusion. Elle n'attendait pas qu'il devienne soudain le père parfait. Mais elle reconnaissait l'effort. Et plus encore, elle reconnaissait que ses enfants, eux, répondaient. Louis, d'abord réservé, commença à chercher sa présence. Camille, plus vive, posait des questions sur lui. Il ne l'appelait pas papa. Mais il savait que quelque chose changeait. Un soir, alors qu'Élise les couchait, Camille demanda « Maman, c'est qui exactement Antoine ?» Élise resta silencieuse un instant, puis doucement « C'est quelqu'un d'important, quelqu'un que vous apprendrez à connaître, si vous en avez envie. » La petite acquiesça, déjà emportée par le sommeil. Louis, plus sérieux, garda les yeux ouverts un moment. Puis, presque à voix basse, « Il parle doucement, comme toi.
Ces mots simples suffirent à désarmer Élise. Elle ferma les lumières, sortit de la chambre et resta un long moment adossée à la porte. Le monde n'avait pas changé, mais le leur, oui. Il y avait désormais une nouvelle donne, un passé qui ne faisait plus peur, un avenir encore flou, mais possible. Ce même soir, Antoine, assis sur un banc en face du Rhône, écrivit un message qu'il n'envoya pas tout de suite. Il le relut plusieurs fois, modifia des phrases, en effaça d'autres. Finalement, il se décida. « Je ne sais pas ce que nous serons un jour, mais je sais ce que je veux construire. Pas pour rattraper le temps perdu, mais pour honorer le temps qu'il reste. Merci de ne pas m'avoir fermé la porte, même si je ne la mérite pas encore. » Élise reçut le message au réveil. Elle le lut, le relut. Elle ne répondit pas. Pas encore. Mais elle sourit. Car parfois, le pardon ne commence pas par une déclaration. Il commence par une ouverture. Un silence qui n'est plus un refus, mais une invitation à essayer. L'été s'était installé à Lyon avec une douceur que la ville n'avait pas connue depuis des années. Les journées s'étiraient paresseusement, baignées d'une lumière dorée, et les quais du Rhône se remplissaient de familles, de rires, de vélos, de conversations lentes. Dans cette atmosphère presque suspendue, une routine nouvelle s'était installée dans la vie d'Élise, non imposée, mais construite lentement, comme une mélodie dont on apprend peu à peu chaque note. Antoine avait pris l'habitude de venir chaque fin de semaine. Il ne dormait pas chez elle, ne s'imposait jamais, mais son engagement était constant. Il proposait des activités simples, un pique-nique au parc de la Tête d'Or, une visite au musée des Confluences, une balade sur la colline de Fourvière. Les enfants, d'abord prudents, attendaient désormais ces visites avec une excitation discrète mais réelle. Louis préparait ses dessins à lui montrer. Camille récitait ses comptines préférées. Il ne l'appelait toujours pas papa, mais sa place était de plus en plus évidente. Élise, elle, observait tout cela avec une lucidité sans illusion. Elle n'oubliait pas. Elle n'effaçait pas les absences, les douleurs, les nuits de solitude, mais elle ne vivait plus dans la rancune. Elle reconnaissait en Antoine un homme qui avait changé, non de manière spectaculaire ou héroïque, mais dans le détail des gestes, dans sa patience, dans sa façon de ne jamais forcer, dans cette humilité rare qu'il avait fini par adopter. Un dimanche matin, ils se retrouvèrent tous les quatre autour d'un petit déjeuner sur le balcon d'Élise. Le soleil filtrait à travers les plantes suspendues et l'air sentait le pain grillé. Camille riait d'un rien, Louis mâchait consciencieusement et Antoine, silencieux, observait la scène. Élise le regarda. Il ne souriait pas. Il semblait ému, presque dépassé. Elle comprit alors que pour lui, ces moments n'étaient pas banals. C'étaient des cadeaux, des instants qu'il croyait ne jamais pouvoir vivre. Et pourtant, il y était au cœur de cette famille qu'il n'avait pas construite, mais qu'il tentait maintenant de mériter. Ce jour-là, après avoir accompagné les enfants dans leur chambre, Élise resta seule avec lui quelques minutes. Ils s'assirent, sans parler tout de suite. Le silence n'était plus pesant entre eux. Il était devenu un espace commun. « Il t'aime, tu sais, » dit-elle doucement. « Ils ne savent pas encore le dire comme toi ou moi, mais ils t'aiment. » Antoine baissa les yeux, submergé. « Je ne pensais pas, je veux dire, je ne croyais pas que ce serait possible, qu'ils puissent m'accepter. Les enfants pardonnent plus facilement que les adultes, mais ils n'oublient pas. Tu devras être constant, tous les jours, toute ta vie. » Il acquiesça profondément. « Je suis prêt. » Elle le regarda longuement. Dans ses yeux, elle ne vit ni le jeune héritier confiant qu'elle avait connu, ni l'homme brisé de l'Église. Elle vit quelqu'un de simple, d'épuisé mais sincère, et cela suffisait, pour aujourd'hui du moins. Les semaines suivantes furent marquées par une progression tranquille. Antoine proposa d'aider plus concrètement, aller chercher les enfants à l'école, assister aux réunions de parents, apprendre à gérer les routines du soir. Il ne cherchait pas à occuper la place du père d'un coup. Il voulait l'apprivoiser. Élise lui laissait de la place, mais elle restait la référence principale. Une mère qui avait élevé seule 2 enfants ne renonce pas à cette centralité du jour au lendemain. Une fois, en sortant d'un rendez-vous professionnel, Antoine invita Élise à dîner. Ce n'était pas une tentative de séduction maladroite. Il avait précisé qu'il souhaitait simplement parler en dehors des rôles, sans enfants, sans passer entre eux. Elle accepta, plus par curiosité que par envie. Ils se retrouvèrent dans un petit restaurant discret en bord de Saône. L'ambiance était feutrée, les lumières tamisées. Ils parlèrent longuement,
Pas de leur ancienne relation, ni de leurs erreurs, mais de leurs rêves, de ce qu'ils auraient voulu devenir, de ce qu'ils étaient encore en train de construire. Antoine lui raconta qu'il s'était éloigné des affaires de sa famille, qu'il avait commencé à investir dans des projets environnementaux, influencés par ce qu'elle lui avait montré, à l'époque, sans qu'il ait su l'écouter. Il avait compris tardivement que les héritages familiaux ne suffisent pas à donner un sens à une vie. Élise, de son côté, parla de ses projets d'expansion, de son envie de transmettre, de former de jeunes designers. Elle ne parlait plus comme la jeune femme en lutte. Elle parlait comme une femme accomplie, pleine de convictions, mais aussi capable d'émotion. Et Antoine l'écoutait avec cette attention nouvelle qui n'existait pas avant. En quittant le restaurant, il ne chercha pas à l'embrasser. Il lui souhaita une bonne nuit avec respect, et c'est elle, à sa propre surprise, qui effleura sa main avant de partir. Un geste léger, sans promesse, mais chargé d'une tendresse qu'elle croyait éteinte. De retour chez elle, Élise resta un long moment assise dans le silence. Elle ne savait pas encore ce que tout cela signifiait. Elle ne voulait pas précipiter les choses. Mais une chose était certaine, le mépris n'existait plus. L'indifférence non plus. Il restait une possibilité, fragile, mais réelle. Les enfants dormaient profondément. Elle les regarda un moment, les couvertures remontaient jusqu'aux épaules. Leur paix était le fruit de ces années de lutte. Elle ne laisserait rien ni personne la troubler à nouveau. Mais si Antoine continuait à marcher à leur côté, sans forcer, sans brusquer, alors peut-être pourrait-elle envisager un jour différent. Un jour où il ne s'agirait plus de réparer le passé, mais de créer un présent honnête, ensemble ou séparément, mais toujours avec respect, toujours avec vérité. Et dans ce présent-là, la rédemption n'était plus un mirage. C'était un effort quotidien, un lien qui se retissait fil par fil, regard après regard. Les jours s'allongeaient encore, dernier signe d'un été qui s'attardait sur Lyon avec la douceur des saisons qui n'ont plus rien à prouver. Les arbres bordant les quais commençaient à peine à brunir, les premières feuilles mortes dérivaient paresseusement dans le vent chaud, et dans ce décor presque immobile, Élise et Antoine continuaient leur étrange et nouvelle chorégraphie. Rien n'était défini entre eux, rien n'était promis, mais une dynamique avait émergé, tissée de petits gestes, de silences partagés, de regards qui s'accordaient sans intention. Élise ne s'était jamais imaginée dans une relation comme celle-ci. Elle qui avait appris à vivre sans dépendre de personne, qui avait bâti son équilibre sur la rigueur et l'autonomie, découvrait presque à contre-cœur la possibilité d'un lien sans exigence. Antoine n'essayait pas de reprendre sa place dans sa vie. Il n'en revendiquait aucune. Il s'installait là où on lui permettait d'exister, et s'il était parfois maladroit, il n'était jamais intrusif. Ils passaient du temps ensemble, souvent sans les enfants. Parfois dans un café, parfois dans le salon d'Élise, une tisane partagée tandis que Louis et Camille dormaient dans la pièce à côté. Ils parlaient de tout, de choses banales, de souvenirs, d'actualité, mais aussi, parfois, de ce qu'ils auraient pu être, sans amertume, sans regret, seulement pour reconnaître que la vie les avait séparés avant de les ramener sur un chemin commun, bien différent du premier. Antoine avait changé. Ce n'était pas une transformation spectaculaire, mais une réinvention lente, discrète. Il avait abandonné certains privilèges, refusé des opportunités qui n'avaient plus de sens pour lui, et s'investissait dans des projets à impact social, inspirés par le modèle d'Élise. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Il observait. Il apprenait. Il désapprenait aussi, surtout. Ses convictions anciennes, héritées d'un monde où l'argent résolvait tout, avaient été déconstruites face à l'évidence du réel. Face à Louise et Camille. Face à Élise, surtout, qu'il ne voyait plus comme une femme fragile, mais comme une force qu'il ne pouvait plus ignorer. Et Élise, de son côté, se laissait surprendre. Non pas séduite, mais touchée. Non pas conquise, mais interpellée. Elle se méfiait toujours, bien sûr. Elle n'oubliait pas. Chaque geste d'Antoine était mesuré, scruté, confronté à la mémoire de ses absences passées. Mais il gagnait peu à peu quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu de lui rendre, sa confiance. Un soir, après avoir partagé un repas simple avec les enfants, Élise proposa une sortie à 4, un cinéma en plein air, sur les berges du Rhône. Une comédie légère, des couvertures sur l'herbe, des lampions suspendus aux branches. Camille s'endormit rapidement contre Antoine, et Louis, la tête appuyée sur l'épaule de sa mère,
suivait encore l'histoire d'un œil rêveur. Antoine tourna la tête vers Élise. Elle le regardait déjà. Aucun mot ne fut échangé. Mais ce silence-là était peut-être le plus éloquent de tous. Les jours suivants, ils adoptèrent une nouvelle cadence. Antoine s'intégrait davantage à la routine. Il proposait de faire les courses, de cuisiner parfois. Élise riait en le voyant concentré devant une recette de crêpes, comme s'il explorait un territoire étranger. Louise et Camille s'étaient attachés à lui, chacun à leur manière. Camille le sollicitait souvent, tirait sa manche pour lui montrer ses dessins, lui racontait ses jeux avec une spontanéité désarmante. Louis, plus réservé, lui posait des questions sur le monde, sur la Bourgogne, sur le vin, sur les avions. Antoine répondait toujours avec patience, même lorsqu'il ne savait pas vraiment quoi dire. Mais au-delà des enfants, au-delà du quotidien, une question revenait chez Élise. Que faire de cette présence, de cette nouvelle complicité? Pouvait-elle se permettre d'aimer à nouveau un homme qui l'avait tant blessée? Et si oui, à quel prix? Elle ne voulait pas trahir la femme qu'elle avait été, celle qui s'était relevée seule, celle qui avait tout reconstruit sans aide. Elle ne voulait pas renoncer à son indépendance ni à sa lucidité. Mais elle sentait aussi qu'aimer n'était plus une menace, que cela pouvait être une extension de sa force et non un compromis. Un soir d'automne, alors que les enfants dormaient et qu'Antoine rangeait quelques livres dans le salon, Élise s'assit sur le canapé, le regard fixé sur lui. Il la rejoignit, s'asseyant à bonne distance. Le silence dura longtemps, puis elle parla. « Tu sais ce que je ressens parfois, comme si nous étions deux étrangers qui se retrouvent après un naufrage. On n'a plus rien d'avant, on a tout perdu, mais on est là, vivant. » Il l'écouta, sans l'interrompre. « Ce que je ressens pour toi, ce n'est pas l'amour d'avant, ce n'est pas la passion des débuts, c'est plus brut, plus vrai. C'est une envie de construire, mais avec prudence, pas pour réparer, pour découvrir. » Antoine ne répondit pas tout de suite. Puis, avec une voix basse, « Je ne veux pas revivre ce que nous avons vécu, je veux tout recommencer, avec la vérité cette fois, avec toi, si tu veux, si tu peux. » Elle hocha la tête, doucement. « Alors, ne me promets rien. Ne cherche pas à me reconquérir. Apprends à me connaître, comme je vais apprendre à te connaître maintenant. » Il sourit, à peine. Ils restèrent ainsi longtemps, côte à côte, sans se toucher, mais plus proches qu'ils ne l'avaient jamais été. Ce n'était pas une histoire d'amour comme on les lit dans les romans. C'était une histoire de maturité, de cicatrices respectées, de tendresse silencieuse. Ils réapprenaient l'amour, lentement, les pieds sur terre, le cœur ouvert, mais prudent, sans illusion, mais avec une forme de foi nouvelle. Une foi que parfois, malgré tout, malgré les années perdues, les départs lâches, les absences trop longues, les êtres changent, et qu'entre eux, quelque chose d'inédit peut naître. Pas un retour, une naissance, authentique, présente, vraie. La fin de l'année approchait, emportant avec elle les derniers restes d'un passé qui semblait désormais appartenir à un autre monde. Lyon s'habillait de lumière, les marchés d'hiver envahissèrent les places, et l'air froid charriait des parfums de cannelle, de chocolat chaud, de bois brûlé. Élise marchait souvent seule dans les rues en fin de journée, après avoir laissé les enfants à l'école ou après une longue réunion de travail. Elle s'autorisait ces moments de solitude comme des espaces de respiration, loin du tumulte, loin des attentes. Ces marches lui permettaient de mesurer tout ce qui avait été traversé, perdu, reconquis. Antoine faisait partie de sa vie désormais, non pas comme une évidence ou un pilier, mais comme une constante honnête. Il avait trouvé sa place sans forcer, et cette place s'était élargie au fil des mois. Les enfants l'avaient accepté sans cérémonie, mais avec une confiance grandissante. Louis s'était mis à lui poser des questions plus personnelles, à l'appeler parfois par son prénom, parfois juste lui, mais toujours avec un ton de familiarité qui ne trompait pas. Camille, plus tactile, n'hésitait plus à s'endormir dans ses bras ou à l'appeler pour lui montrer ses dessins. Ils ne savaient pas encore pleinement ce qu'ils représentaient dans leur histoire, mais ils savaient qu'ils comptaient. Élise, elle, avait appris à cohabiter avec cette nouvelle version d'Antoine. Elle ne vivait pas avec lui. Chacun gardait son espace, ses murs, son indépendance. Mais ils partagèrent de plus en plus, des week-ends, des projets, des idées. Elle l'invitait à ses présentations, il l'accompagnait à certaines conférences. Et lorsqu'il l'écoutait parler sur scène, devant des centaines de personnes venues entendre son parcours de femme entrepreneur,
Il ne ressentait plus ni fierté déplacée, ni jalousie, ni regret. Il ressentait de l'admiration pure, presque silencieuse. Elle n'avait pas besoin de lui. Et c'était justement cela qui rendait leur lien si précieux. Ce fut un matin de janvier qu'elle reçut la confirmation d'une nomination importante. Son entreprise, désormais présente dans plusieurs pays, venait d'être sélectionnée pour recevoir un prix d'innovation à Bordeaux, lors d'un grand événement réunissant les figures montantes de l'économie verte européenne. Elle n'en parla pas immédiatement. Ce genre de reconnaissance ne l'éblouissait plus. Elle en mesurait la portée, bien sûr, mais ne se laissait pas définir par elle. Ce qui l'émouvait, en revanche, c'était l'idée d'y aller entourée de ceux qui représentaient vraiment sa réussite. Elle décida de faire le voyage avec Antoine, Louis et Camille. Ce serait leur première fois tous ensemble dans un contexte aussi officiel. Elle hésita, elle pesa les implications. Puis, elle choisit. Non pour envoyer un message au monde, mais pour être fidèle à ce qu'ils étaient devenus. Une famille à leur manière. Ils prirent le train un vendredi matin, tous les quatre. Louis, fasciné par la vitesse du TGV, collait son nez à la vitre, décrivant chaque tunnel comme une aventure. Camille chantonnait en regardant un livre d'images. Antoine lisait un dossier sur les énergies renouvelables, prêté par Élise. Et elle les observait, un léger sourire aux lèvres, consciente de la force tranquille de cette scène. À Bordeaux, l'accueil fut chaleureux. L'événement se tenait dans un ancien hangar industriel transformé en centre de conférence. Des entrepreneurs venus de toute l'Europe présentaient leurs idées, partageaient leurs expériences. Élise était attendue avec respect, parfois même avec une forme de vénération discrète. Beaucoup connaissaient son histoire professionnelle. Peu connaissaient l'autre. Mais ce jour-là, ils la découvriraient aussi. Le soir de la remise des prix, la salle était pleine. Des centaines de personnes, des projecteurs, des discours, des applaudissements. Élise, en tailleur sobre, montait sur scène, droite, calme, les mots précis, le regard clair. Elle ne parla pas d'elle. Elle parla de ce que voulait dire créer, porter une idée contre vent et marée, construire sans renier ses principes. Elle parla d'écologie, de transmission, d'avenir. Et à la fin, seulement à la fin, elle évoqua ses enfants. Tout ce que j'ai construit l'a été pour qu'ils vivent dans un monde où leurs rêves ne seront pas sacrifiés à la logique du court terme. Ce prix, je le reçois au nom de toutes les femmes qui ont élevé seules, travaillé sans repos, aimé sans condition. Et aujourd'hui, je suis heureuse de dire que je ne suis plus seule. Elle regarda Antoine, dans la salle, Louis sur ses genoux, Camille contre son épaule. Il l'applaudissait debout. Il ne souriait pas seulement. Il avait les yeux humides. Le lendemain, ils marchèrent tous les quatre sur les quais de Bordeaux, profitant du calme. Camille courait devant. Louis observait les péniches. Antoine prit la main d'Élise. Elle ne la retira pas. Elle la serra même. Ils ne parlèrent pas de l'avenir, pas de mariage, pas de grands projets. Ils parlèrent de l'instant, de ce que cela leur coûtait d'être là et de ce que cela leur apportait. Antoine savait qu'il ne pouvait rien exiger. Élise savait qu'elle ne voulait plus se priver. Et ce fut dans cette sincérité-là que naquit leur véritable engagement. Pas dans une bague, pas dans une promesse, mais dans la reconnaissance mutuelle de ce qu'ils étaient devenus. Deux adultes transformés, deux parents, deux partenaires, non liés par l'illusion, mais par une vérité forgée à travers la perte, la reconstruction et l'acceptation. De retour à Lyon, Élise suspendit la photo prise ce jour-là dans l'entrée de son appartement. On les voyait tous les quatre, riant sous le ciel clair de Bordeaux. Ce n'était pas une image parfaite, mais c'était la leur, et cela suffisait. Elle n'avait pas gagné pour prouver quelque chose à Antoine. Elle avait gagné pour elle, pour ses enfants, pour toutes les versions d'elle-même qu'elle avait portées et dépassées. Et maintenant qu'elle ne cherchait plus à être validée, elle pouvait aimer, sans peur, sans dette, et avec cette liberté rare de choisir l'amour sans s'y perdre. Ils étaient une famille, non parce que c'était attendu, mais parce qu'ils l'avaient construit ensemble, jour après jour, chute après pardon, vérité après silence. Et les enfants, témoins de cette histoire, en étaient la preuve vivante.